L'année 2020 a été spéciale pour la majorité d'entre nous. Savez-vous ce qu'il est permis de déduire pour le télétravail en 2020? Aujourd'hui, on parle avec Anne-Sophie Cognier, spécialiste du soutien à la planification financière, spécialité en fiscalité. Anne-Sophie détient un baccalauréat en droit. Elle est membre du barreau depuis 2016 et elle a une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke depuis 2018. Le rôle d'Anne-Sophie est de nous aider dans la planification financière et fiscale et tout ce qui est côté fiscal pour les entrepreneurs et les personnes incorporées. Question d'actualité, quels sont les frais de bureau à domicile? Première question pour toi, Anne-Sophie. C'est quoi les allègements fiscaux que peuvent bénéficier les employés pour les frais de bureau pour l'année d'imposition 2020? Bonjour Claude, c'est une excellente question. En 2020, les autorités fiscales ont émis plusieurs politiques qui visent à donner aux employés certains allègements fiscaux relatifs au travail à domicile qui peut avoir été effectué en lien avec la pandémie de la COVID-19. La première chose à noter est la disponibilité d'un remboursement qui peut être fait par l'employeur d'un montant allant jusqu'à 500 $ pour le montant de l'équipement qui peut avoir été acheté par l'employé. Ce remboursement sera libre d'impôt pour l'employé qui le reçoit et le matériel peut comprendre les ordinateurs, le bureau, les chaises et autres matériels informatiques qui peuvent avoir été achetés par l'employé, alors que normalement, ces montants seraient imposables. Les autres mesures aussi à noter sont l'élargissement des conditions d'admissibilité pour la déduction des frais à domicile par l'employé qui n'auraient pas été remboursés par l'employeur. On parle notamment de la méthode à taux fixe temporaire qui, elle, prévoit la déduction d'un montant forfaitaire de 2 $ par jour par l'employé pour les journées travaillées chez lui en raison de la COVID-19, à condition d'avoir effectué au moins 4 semaines consécutives de travail à domicile. Ensuite, nous avons également la méthode détaillée qui est toujours disponible, qui, elle, comprend le calcul de l'espace de travail par l'employé pour être capable de déduire certains frais, ainsi que la conservation des reçus. Il faut noter aussi que si on utilise la méthode détaillée, il faut obtenir de l'employeur les formulaires qui attestent que l'employé était requis de faire ses dépenses dans le cadre de son emploi et qu'elles devaient être assumées par lui en vertu de son contrat de travail. Deuxième question pour toi, Anne-Sophie. C'est quoi les dépenses admissibles si l'employé choisit, dans le fond, la méthode qui est plus détaillée? En fait, il y a deux types de dépenses à retenir. Les dépenses calculées en fonction de l'utilisation de l'espace de travail. On va parler notamment du loyer. On va parler de l'utilisation également du chauffage et de l'électricité de la résidence principale. Et puis, deuxièmement, il y a les dépenses qui sont liées à l'utilisation. Nous allons parler notamment de l'Internet et de l'utilisation du cellulaire personnel par l'employé dans le cadre de ses fonctions. Par contre, il faut noter que les intérêts sur un emprunt hypothécaire ne peuvent pas être déduits par un employé, ni les assurances ou les taxes foncières qu'il peut avoir déboursées relativement à son espace de travail. Troisième question pour toi, Anne-Sophie. Comment savoir quelle méthode devrait être choisie? En fait, tel que dit précédemment, si l'employé veut utiliser la méthode détaillée, il doit obtenir des formulaires de son employeur. Si cela n'est pas possible, évidemment, l'employé devra utiliser la méthode à taux fixe temporaire. Toutefois, si l'employé a les deux méthodes disponibles à lui, puisqu'il remplit les conditions d'admissibilité à la méthode détaillée également, il peut se prévaloir de l'utilisation des calculatrices qui sont en ligne sur les sites de l'ARC ou du ministère des Finances du Québec pour l'aider à prendre une décision dans le choix de la méthode qui est le plus avantageuse dans sa déclaration de revenus. Parfait. Y a-t-il des mesures d'allègement pour les travailleurs autonomes? Malheureusement, non. Aucune mesure supplémentaire n'a été annoncée par les autorités fiscales relativement aux travailleurs autonomes. Toutefois, les conditions d'admissibilité pour obtenir la dépense des frais de bureau à domicile demeurent les mêmes, c'est-à-dire que l'espace doit être utilisé soit au titre du principal lieu d'affaires du travailleur autonome ou être utilisé exclusivement en vue de tirer un revenu d'entreprise et pour rencontrer de façon régulière et continue des clients ou des patients à son domicile. Et quelles sont les dépenses admissibles pour les travailleurs autonomes? Les travailleurs autonomes peuvent réclamer les mêmes dépenses de frais de bureau à domicile que celles discutées précédemment pour les employés. S'ajoutent toutefois les assurances, les taxes foncières, la déductibilité des intérêts sur le prêt hypothécaire, mais également la déduction pour amortissement. Toutefois, à cet égard, il faut faire attention. Si la déduction pour amortissement est utilisée relativement à la fraction de la résidence principale qui est utilisée par le contribuable, ça risque d'engendrer un changement d'usage de cette fraction, ce qui pourrait mettre en péril l'exemption du gain en capital lors de la vente de la résidence éventuellement.
Les autorités fiscales ont toutefois prévu certaines lignes directrices qui permettent aux contribuables d'éviter un changement d'usage de la résidence principale dans ce cas-ci. Il faut notamment que l'espace soit utilisé de façon accessoire à l'utilisation de la bâtisse là, comme une résidence par le contribuable. Il faut également qu'il n'y ait aucun changement structurel et qu'il n'y ait aucune dépense pour amortissement qui soit prise vis-à-vis de la bâtisse. Il est donc important de ne pas prendre la déduction pour amortissement relativement à cette partie de la propriété. Dernière question pour toi, Anne-Sophie. Est-ce qu'un actionnaire dirigeant d'une entreprise peut demander une déduction pour les frais de bureau à domicile? C'est une excellente question, Claude. Malheureusement, la déduction pour les frais de bureau à domicile qui est prévue pour les travailleurs autonomes n'est pas disponible également pour les actionnaires. Si la société verse une somme forfaitaire à un actionnaire pour le compenser pour l'utilisation d'un bureau à domicile, cette somme risque d'être considérée comme un revenu de location pour l'actionnaire et engendrer des conséquences fiscales pour ce dernier. Également, toujours à noter que si l'actionnaire perçoit cette somme et qu'elle est considérée comme un revenu, cela risque aussi d'engendrer le changement d'usage de la propriété tel que discuté précédemment. Pour cette raison, d'autres solutions peuvent être envisagées, notamment le remboursement des dépenses de frais de bureau à domicile par la société, de façon à ce que la somme perçue par l'actionnaire corresponde en tout point aux frais qui sont effectivement déboursés pour le maintien du bureau à domicile. Dans ce cas, on pourrait éviter les conséquences fiscales pour l'actionnaire, également le changement d'usage de la propriété si toutes les conditions sont respectées telles que discutées précédemment, mais aussi déduire la somme dans le revenu de la société. Toutefois, il faut faire attention, il ne s'agit pas d'une mesure préfaite qui peut être utilisée par tout le monde. Il serait opportun de consulter vos conseillers pour s'assurer que cela peut être appliqué à vous dans votre cas. Merci beaucoup pour ton temps, c'est très apprécié.